Voilà, chers amis, encore une fois, bienvenue aux personnes présentes. Nous sommes partis pour environ 2 heures de conférence sur cette thématique donc de la méthode TEN. Et puis ce soir, contrairement aux autres conférences que j'ai déjà fait sur la méthode TEN, j'en ai déjà fait 4 ou 5, je vais vous proposer un autre volet qui est celui du pouvoir de manifestation. C'est quelque chose que je suis en train d'explorer depuis quelques semaines. Euh, il s'avère qu'en fait, quand on transmute des états négatifs, ça nous met dans un état d'être qui s'accompagne d'une restauration de nos élans de vie. Nos élans de vie, c'est nos désirs, c'est c'est nos aspirations profondes, c'est nos envies de créer des choses, donc dans l'enthousiasme, dans la positivité, dans la confiance. Et puis ça, c'est très intéressant en fait d'exploiter euh, ces élans de vie qui sont restaurés par le processus de transmutation et de pas les laisser lettre morte en quelque sorte, hein. Et c'est en quelque sorte la continuité du processus de transmutation qui va nous permettre de développer notre puissance d'agir. Ça, c'est une expression que je dois à Baruch Spinoza, je vais en parler durant la conférence. Vous verrez, c'est très intéressant de faire le lien aussi avec ce qu'il appelait la puissance d'agir, qui est justement en lien avec ce que j'ai mis dans le titre, le pouvoir de manifestation. Voilà, alors on va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec ce premier volet de la conférence qui est consacré à la méthode TEN. Voilà, donc transmutation des états négatifs, ça c'est l'acronyme, hein, c'est la définition de l'acronyme TEN, T-E-N, qui veut dire 10 aussi en anglais, mais ça veut surtout dire transmutation des états négatifs. Alors on va les passer en revue, hein, ces mots qui composent l'acronyme. Alors, donc la méthode TEN, c'est une méthode de régulation émotionnelle qui est basée sur le principe alchimique de la transmutation. Alors, je parle d'alchimie, mais c'est très concret, puisque c'est la transformation de quelque chose de désagréable en quelque chose d'agréable. C'est ce que on pourrait mettre en rapport, par analogie, avec la transmutation du plomb en or. Faire de l'or avec du plomb. Faire du bien un mal. Faire du mal un bien, pardon. Parce que bien sûr, ça va dans les deux sens. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est de transmuter les états négatifs en états positifs, c'est-à-dire bénéfiques, porteurs de quelque chose de constructif pour notre vie, hein, restaurateur de notre puissance d'agir, comme on va le voir. Voilà, donc, ce qui va s'agir de transmuter, ce sont nos états d'existence. Et là, les états d'existence, il y en a une immense quantité. Il y a une très très large palette d'états d'existence. Ça peut aller de toutes les formes de mal-être, plus ou moins lourds, plus ou moins légers, à des états de béatitude, à des états extatiques. Et bien sûr, entre ces deux extrêmes, il y a énormément de nuances, hein. Donc il y a des états de paix, il y a des états d'agitation nerveuse, il y a des états de contrariété, il y a des états de culpabilité, de honte. Ça, c'est plutôt dans ce qu'on appelle les états négatifs, mais il y a des états d'exaltation, d'enthousiasme, de confiance en soi. Il y a aussi toute la palette des sentiments. Donc il y a les émotions d'un côté, il y a les sentiments. Ça fait partie aussi des états d'existence. Ça peut englober aussi des états mentaux, bien sûr. Quand on a des pensées obsessionnelles, c'est une forme d'état d'existence. Quand on a quand on est dans notre imaginaire et puis qu'on est identifié à ce qu'on a envie de vivre, ben on est dans les pensées. Ça va générer des sentiments agréables. Tout ça, c'est même mêlé, ça provoque des états d'existence. Donc, les états d'existence, c'est un peu, on pourrait dire, le continuum de notre esprit qui nous anime en permanence. Même quand on dort, on a des états d'existence. Il y a les rêves, il y a, on va dire, le sommeil profond qui se manifeste sous une forme de relâchement, de paix, etc. Ça fait aussi partie des états d'existence. Mais on ne va pas s'intéresser à ce qui est de l'ordre des états inconscients. On va s'intéresser à ce qu'on est susceptible
d'observer dans l'instant présent, de ressentir consciemment. Donc les états qui sont perçus consciemment. Voilà, c'est ça qui va nous intéresser avec la méthode TEN. Et puis le dernier mot de l'acronyme, donc c'est négatif, parce que c'est important de bien définir ce qu'on entend par négatif. Vous verrez après, je reviendrai sur le fait que dans l'absolu, il n'y a pas d'état négatif. Mais on va dire là, puisqu'on est dans un référentiel purement mental, inhérent à la logique binaire, il y a le négatif, c'est-à-dire tous les aspects de nous-mêmes qu'on va juger comme étant inadaptés, désagréables, inconfortables. C'est des aspects de nous-mêmes habituellement, on aurait tendance à rejeter, à fuir, à refouler. C'est des états qu'on voudrait combattre aussi, hein, on veut s'en débarrasser en fait. On n'est pas à l'aise avec ça. C'est des états qu'on n'aime pas. On a du désamour pour certains, pour toute une palette d'états d'existence, et puis c'est eux qu'on va affubler de l'étiquette négatif. Donc j'ai mis ici, c'est le mal en soi, l'ombre, nos démons intérieurs, ce qu'on n'aime pas, comme je l'ai dit, ce qu'on rejette, ce qu'on refuse, ce dont on veut être débarrassé. Voilà, donc avec la méthode TEN, c'est sur ces états-là spécifiquement qu'on va appliquer le protocole. Mais comme me l'a fait remarquer quelqu'un qui a mis la méthode TEN en pratique depuis quelques temps, depuis quelques semaines, on peut tout à fait aussi passer au travers des étapes du protocole de la méthode TEN avec les états positifs. Pourquoi est-ce qu'on le ferait seulement avec les états négatifs? Donc ça fonctionne avec tous les états d'existence, indépendamment du jugement de valeur mentale qu'on va poser sur eux. Hein, d'accord? Donc ça, c'est une chose avec laquelle vous pouvez être au clair. Si on va s'intéresser aux états négatifs, vous pouvez pratiquer la méthode TEN aussi avec les états positifs. Voilà, parce que tout ça, c'est des états d'existence. Voilà, alors maintenant, justement, pourquoi dans l'absolu, il n'y a pas de négatif? Alors là, je vais me baser sur quelques citations d'auteurs très intéressants. Alors, vous voyez que vous allez voir qu'on va voyager un petit peu dans le temps parce que là, on se situe avec Descartes il y a quelques siècles dans le passé. Et puis, c'est une citation très intéressante pour un cartésien, c'est le cas de le dire, puisque c'est celui qui a lancé quelque part la philosophie cartésienne. Donc, il porte son nom, évidemment. Il a écrit un traité des passions de l'âme. Donc, les passions de l'âme, c'est ce qu'on pourrait rapprocher, nous, aux émotions. Et voyez ce qu'il a dit sur les émotions. C'est très intéressant. Donc, j'ai isolé la citation. Et maintenant que nous les connaissons toutes, c'est-à-dire les passions, donc les émotions, nous avons beaucoup moins de sujets de les craindre que nous n'avions auparavant. Car nous voyons qu'elles sont toutes bonnes de nature et que nous n'avions rien à éviter que leur mauvais usage ou leur excès. Donc, vous voyez, Descartes nous dit bien que, en fait, les émotions sont toutes bonnes par nature. Ce qui est mauvais pour lui, c'est leur usage ou leur excès. Donc ça, c'est une définition d'un philosophe, en l'occurrence. Un autre philosophe qui appartenait au mouvement à la philosophie stoïcienne, c'est Marc Aurèle, donc empereur. Lui, dans ses pensées pour lui-même, qu'il a écrit, qui est un magnifique traité de sagesse, il a dit au sujet des émotions que si par quelque sympathie les passions parviennent jusqu'à l'esprit, à cause de l'étroite union qu'il a avec le corps, alors il ne faut pas tâcher de résister à un sentiment qui est naturel, il faut seulement que l'âme s'empêche de juger que ce sentiment est bon ou mauvais. Voyez? Donc Marc Aurèle, il y a plusieurs siècles également aussi, nous mettait en garde sur le fait de juger nos états intérieurs, nos états émotionnels. De ne pas les juger comme étant bons ou mauvais. Voilà. Maintenant, alors plus proche de nous, John Parr, qui a écrit un livre très intéressant sur l'assertivité émotionnelle, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, puisque je fais un travail de mémoire sur la thématique de l'assertivité, en rapport justement aux émotions.
Donc l'assertivité, pour les gens qui connaissent pas ce terme, c'est une posture que l'on peut prendre dans la communication avec autrui. Donc pour la définir simplement, c'est s'exprimer dans l'affirmation de soi, dans le respect de nos besoins, de nos valeurs, tout en respectant l'autre, donc avec bienveillance. C'est ça, donc l'assertivité, ça implique d'être congruent, d'être aligné, si vous voulez, entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, donc ça implique aussi nos valeurs, et la façon de le dire qui doit être bienveillante. Voilà, ça c'est l'assertivité. Et donc ce monsieur, John Parr, il a écrit dans ce livre, ce n'est pas l'émotion qui est positive ou négative, mais la manière dont nous l'exprimons. Les émotions peuvent être exprimées de manière saine ou malsaine. Si la même émotion peut être expliquée ou communiquée de manière positive ou négative, cela indique que l'émotion est neutre. Voilà, donc ça rejoint aussi Descartes et puis Marc Aurèle. L'émotion en elle-même, elle est ni bonne ni mauvaise, elle est neutre, et puis surtout, elle a une fonction particulière, et c'est ce qu'on va voir également. Voilà, maintenant on va entrer dans on va dire le volet traditionnel de cette webconférence, où je vais mettre en rapport ce qu'on a vu au sujet des émotions avec la façon dont ont pu en parler d'une façon plus profonde et philosophique certains maîtres de sagesse. Donc là, Milarepa, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un éveillé de la tradition bouddhiste. Donc là, j'ai isolé un petit extrait d'un passage qui parle du rapport de Milarepa avec les démons. On pourrait même dire avec ses démons intérieurs. Et je vais vous lire. J'avais décidé en fait de vous passer juste un petit extrait, mais je vais vous lire la totalité du texte parce que il vaut son pesant d'or. C'est très bien écrit en plus et c'est même assez rigolo. Donc je vais essayer de le retrouver, je l'avais préparé là, voilà. Alors écoutez bien, donc Milarepa et les démons. Un soir que Milarepa retournait à sa caverne après avoir ramassé du bois de chauffage, il la trouvait pleine de démons. Les démons faisaient cuire ses provisions, lisaient ses livres et couchaient dans son lit. Ils avaient pris le contrôle de sa piaule. C'est écrit comme ça, hein. Il connaissait la non-dualité du soi et de l'autre, donc Milarepa, mais il ne savait toujours pas comment faire sortir ces énergumènes de sa caverne. Même s'il se doutait bien qu'il n'était qu'une projection de son propre esprit, c'est-à-dire de toutes les parties de lui-même dont il ne voulait pas, il ne savait pas comment s'en débarrasser. Il commença donc à leur enseigner le Dharma. Le Dharma, c'est la loi de l'évolution, c'est le respect de l'ordre naturel des choses, etc. Donc, il s'assit sur un siège d'où il les domina et il leur exposa comment nous sommes tous un. Il leur parla de la compassion, de la shunyata. Shunyata, c'est un mot sanskrit qui veut dire vacuité. Et leur dit comment le poison est un remède. Cela ne changea rien. Les démons étaient toujours là. Puis, il perdit patience, se mit en colère et leur courut après. Ils ne firent qu'en rire. Voilà, donc ça n'a eu aucun effet. Finalement, Milarepa lâcha prise, s'assit par terre et dit « Je ne m'en irai pas et vous non plus. Essayons donc de vivre ensemble. » Vivre ensemble. À ce moment-là, tous s'en allèrent, sauf un. Donc il y a un démon qui est resté. Milarepa se dit « Ah, celui-là, il est particulièrement pervers. » Il ne sut que faire et décida donc de lâcher prise encore plus. Il s'approcha du démon et se mit droit dans sa gueule en disant « Dévore-moi si tu veux. » Alors, le démon partit à son tour. La morale de cette histoire, c'est que quand il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de démon non plus. Intéressant, n'est-ce pas? Alors ça, c'est tiré du livre « La voie commence où vous êtes ». Et donc, ces textes-là que je vous lis, ils sont tous dans la formation en ligne, hein, la formation sur la méthode TEN.
C'est des extraits que j'ai puisés de la formation. Et avant d'aller plus loin, je n'ai pas rajouté la citation que je vais vous donner à l'instant là sur Jung, mais elle figure aussi dans la formation. Et elle est très courte et vous l'avez certainement déjà entendue, on la voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une parole de sagesse de Carl Gustav Jung, qui était un psychanalyste. Et lui, il a dit, en rapport avec la résistance, ce à quoi on résiste persiste, ce qu'on embrasse s'efface. Donc, c'est tout à fait un résumé de cette petite histoire de Milarepa, qui est chargée de symboles en fait, hein, parce que plus on va s'opposer, plus on va chercher à lutter contre, à essayer de négocier comme l'a fait avec Milarepa, même à enseigner, à prêcher la bonne parole, plus ces parts de nous vont résister en quelque sorte. Et il n'y a que le lâcher prise qui va permettre de s'en libérer. Un lâcher prise inconditionnel. Je reviendrai sur la notion d'inconditionnalité. Vous verrez à quel point elle est essentielle. Il n'y a aucune transformation sans un lâcher prise total, intégral. Voilà, donc là c'est rigolo parce que il a dit dévore-moi si tu veux. Donc il s'est abandonné complètement, hein, il a lâché les armes. Et vous allez voir maintenant à quel point cette philosophie, cet abandon, cette reddition, on pourrait dire, est proche de l'enseignement du Christ, en particulier une parole qui est très connue également. Alors, je vais la prendre tout de suite maintenant. Elle n'était pas toute, je me souvenais plus exactement l'ordre des slides, mais il y avait un slide intercalé, mais ça fait rien. J'y reviendrai après. C'est le fameux tendre l'autre joue du Christ. Donc il y a un enseignement très profond dans cette parole du Christ qui est souvent un peu mal comprise, et souvent associée un peu à une forme de lâcheté ou de soumission. Mais en fait, vous allez voir que c'est bien plus profond et c'est bien plus puissant que ça. Donc la parole exacte, c'est « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. » On retrouve l'absence de résistance de Milarepa face aux démons. Hein. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre, donc l'autre joue, donc la joue gauche. Donc ça, c'est tiré de l'évangile de Matthieu, hein, 5, 38, 39. Que renferme cet enseignement en rapport à notre vie intérieure? Parce que vous savez que les textes sacrés, ils ont toujours plusieurs niveaux de lecture. On peut les lire avec une interprétation littérale, la dimension historique, ou on peut aller dans d'autres dimensions, comme la dimension spirituelle, symbolique, analogique. Et moi, c'est cette seconde lecture plus spirituelle qui m'intéresse. D'ailleurs, saint Paul nous a invités de lire les évangiles ou les paroles des maîtres selon l'esprit et non la lettre, hein, donc plutôt dans cette dimension spirituelle plutôt que littérale. Parce que la lettre tue, c'est-à-dire qu'elle nous induit en erreur. Et dans l'interprétation symbolique, la Bible, même l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, ce sont des paraboles de nos états intérieurs, de nos états psychiques. Hein. Et la vision spirituelle, donc, c'est de prendre en compte cette dimension psychique dans par exemple, la vie des maîtres. Jésus est passé par des épreuves, la crucifixion, la descente aux enfers, les 3 jours dans le sépulcre, la résurrection. Il y a eu le chemin de croix, il y a eu l'épisode du jardin de Gethsémani, etc. Il y a plein d'éléments comme ça de la vie des maîtres, là Jésus plus spécifiquement, qu'on peut transposer aussi à notre cheminement intérieur. Il y a des personnages dans la Bible, il y a Judas, il y a Ponce Pilate, tout ça c'est des aspects de notre personnalité, c'est des facettes de notre être. Donc voilà, ça c'est assez intéressant d'envisager les textes à partir de cette dimension symbolique. Et puis notamment pour le tendre l'autre joue, alors là il prend une compréhension complètement différente. Et ça c'est une compréhension que j'ai eue il y a pas si longtemps, il y a quelques mois, et elle a été vraiment une vraie révélation. D'ailleurs je l'ai intégrée à la méthode TEN. Elle m'a apporté une sorte de validation aussi de la méthode TEN.
Cette compréhension, c'est la suivante. C'est que dans le tendre l'autre joue, il y a un enseignement du lâcher-prise. Parce que tout ce qui s'oppose au lâcher-prise, en fait, c'est des formes de contrôle. Donc, c'est notre instinct de survie, si vous voulez. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit on est dans des formes plus ou moins subtiles ou marquées de contrôle, soit on est dans le lâcher-prise. Et donc le contrôle, c'est tout ce qui relève du fonctionnement de notre instinct de survie. Donc ça, la psychologie moderne a très bien identifié les modalités de l'instinct de survie, c'est la lutte, la fuite et l'inhibition. Et ce qui est très très fort, vous allez comprendre, c'est que ces trois modalités de l'instinct de survie sont comprises dans l'enseignement du tendre l'autre joue. Pourquoi? Alors, au niveau de la lutte, Jésus nous demande de ne pas riposter. Ne résistez pas aux méchants, donc ne luttez pas. Ça veut dire abandonner la première modalité de l'instinct de survie. On abandonne la lutte. Deuxième modalité, la fuite. Jésus ne nous dit absolument pas de fuir. Au contraire, il nous dit de présenter l'autre joue. Donc ça veut dire restez, faites face à l'ennemi. Donc on abandonne la fuite. Deuxième modalité de l'instinct de survie. Et la troisième modalité qu'on va abandonner, c'est l'inhibition. C'est magique, c'est puissant, puisqu'effectivement, si je tends l'autre joue, je ne reste pas sidéré, je fais un acte. Voyez? Je bouge, donc j'agis. Et ça, c'est très très fort. Voyez la puissance de cette parabole? Donc, tendre l'autre joue, c'est abandonner l'instinct de survie, c'est-à-dire lâcher prise. Et on verra pourquoi c'est si important de lâcher prise et que ce n'est absolument pas une résignation, c'est absolument pas du fatalisme, c'est absolument pas une forme de passivité malsaine, c'est pas de la reddition, puisque ça va nous conférer une véritable puissance qui va après participer à des transformations, à des changements. Voyez? Mais ça, on le verra un petit peu plus tard. J'y reviendrai au tendre l'autre joue. Voilà, donc je reviens, comme je l'avais prévu, sur la slide précédente, et on va aborder une autre tradition de sagesse. Moi, je parlais un petit peu de l'alchimie, mais là, on est aussi dans l'hermétisme, dans les traditions ésotériques, initiatiques. Là, on parle de celle d'Occident, en l'occurrence, avec cet autre acronyme qui est le vitriol. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. Ça veut dire, donc c'est une formule latine, et là je vais vous la traduire en français. Visite l'intérieur de la terre, en rectifiant, tu découvriras la pierre cachée. Donc là je vous ai mis une gravure, une icône qui représente des symboles alchimiques et qui est en lien avec ce fameux vitriol. D'ailleurs, si vous le voyez, autour au niveau de la périphérie du cercle, vous avez l'acronyme en latin. Voilà, mais c'est ce que ça veut, la traduction, je l'ai mis en italique. Et alors, qu'est-ce que signifie symboliquement cette mystérieuse métaphore? Eh bien, là aussi, on peut la transposer à notre vie intérieure. Vous savez que le but de l'alchimie, c'est de réaliser soit la pierre philosophale, si on est dans la voie sèche, soit l'élixir d'immortalité, si on est dans la voie humide. Et d'ailleurs, on pourrait faire le lien avec toutes les traditions de l'alchimie en Orient également, parce que l'alchimie, ça se retrouve aussi en Orient. C'est quelque chose d'universel qu'on retrouve partout. Mais là, donc, on est dans la tradition d'Occident. Et je vais vous décrire les trois étapes en fait de cet acronyme. Il y a premièrement visiter l'intérieur de la Terre. Ensuite, il y a rectifier, qui est un synonyme de transmutation. Et puis, ça va permettre de découvrir la pierre cachée. Alors, puisque j'ai sauté une étape auparavant et que j'étais allé directement sur l'enseignement du Christ, il peut être intéressant de faire le lien avec l'hermétisme chrétien. Les hermétistes chrétiens considéraient que la pierre cachée, c'était un symbole du Christ. Mais ici, alors pas le Christ comme un personnage historique, une figure, une entité à l'extérieur de soi,
mais le Christ intérieur. Ce Christ qu'on est invité à devenir par notre propre cheminement spirituel. Et c'est l'éveil de notre soi divin, l'incarnation, je pourrais même dire, de notre soi divin. Voilà, ça c'est le Christ, c'est le Verbe fait chair, et ça, eh bien, la tradition de l'alchimie vise à incarner ce potentiel christique. Et puis là, alors, ça peut rejoindre aussi ce que Jung appelait le processus d'individuation, la réalisation du soi. Mais le soi étant ici, pour faire la différence avec les traditions d'Orient qui parlent du soi comme d'une réalité transcendante, hein, le pur esprit, ici le soi, ça serait plus alors notre personnalité, mais éveillée, réalisée spirituellement, c'est-à-dire qui incarne notre vraie nature, et qui se manifeste par un état de fluidité, de liberté d'être, on pourrait dire aussi. Et dans l'alchimie, c'est vraiment ça en fait. Réaliser la pierre philosophale, c'est devenir une pierre philosophale vivante, et c'est, au sens où l'entendait Jung, c'est un processus de réunification intérieure, où on va, dans un premier temps, aller alchimiser nos ombres, et puis ensuite, dans un deuxième temps, réaliser l'union entre le féminin et le masculin, ce qu'il appelait Jung par exemple l'anima et l'animus. Vous voyez, dans le but d'entrer dans cette fluidité, être vraiment libre d'être soi-même. On garde une persona, on garde un masque social, mais on a trouvé une façon d'être, aussi une façon de vivre dans ce monde où notre persona, elle n'est plus une répression en fait pour notre vraie nature. Tout cohabite harmonieusement à l'intérieur de soi. Voilà, et ça serait ça la pierre cachée, la capacité à être soi-même et puis à honorer nos élans de vie dans le but de créer la vie qu'on a envie de vivre, hein, selon nos désirs, nos aspirations profondes. Là, je parle des désirs au sens où l'entendait Spinoza, l'essence de l'homme, hein, ce qu'il appelait aussi le conatus, c'est-à-dire nos vrais élans de vie, hein, les élans de vie qui participent à l'incarnation de ce qu'on veut vraiment vivre, hein, qui correspond à notre être profond, à nos valeurs. Et ça, évidemment, eh ben ça nous rend joyeux, ça nous met dans l'enthousiasme, dans l'émerveillement aussi. Et c'est ça la réalisation de soi. En fait, c'est vivre d'une façon pleine et entière, dans une sorte de plénitude qui est source de joie, d'enthousiasme, et puis aussi dans ce qui implique des relations harmonieuses et épanouissantes avec, non seulement avec nos semblables, mais aussi avec les différents règnes de la nature. Je parlais d'émerveillement. La nature, quand on est en communion avec elle, dans l'unité, c'est une source d'émerveillement et aussi de gratitude, d'extase, pourquoi pas, de béatitude qui sont extraordinaires. Voilà, donc c'est ça le vitriol. Et puis, juste par rapport, pour faire le lien avec la méthode Ten, alors dans la méthode Ten, on est totalement dans le vitriol, hein. On est totalement dans visite l'intérieur de la terre, rectifie et tu découvriras la pierre cachée. Visiter l'intérieur de la terre au niveau symbolique, métaphorique, ça veut dire regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi, dans notre psyché. La terre, ici, c'est à la fois le corps et la psyché. Donc, c'est tout ce qui relève des pensées, des sensations, des émotions. C'est ça l'intérieur de la terre. Rectifier, ça veut dire à la fois transmuter donc nos états émotionnels quand ils sont inconfortables, mais aussi nos pensées quand elles sont des croyances limitantes, par exemple. Voyez. Et là, on rejoint le christianisme, l'enseignement du Christ, avec la conversion intérieure. La rectification, la transmutation, c'est une conversion intérieure. Et puis ça peut rejoindre aussi les traditions plus des philosophes de la Grèce antique, la métanoïa. C'est un changement de regard, en fait, qui va impliquer un changement des énergies. Vous voyez ? Et c'est ça, découvrir la pierre cachée, parce que quand on a transmuté nos états négatifs en états positifs, alors on va entrer dans un élan qui va être créateur, et puis on va vraiment créer
il y a une incarnation du Verbe, il y a une incarnation de notre puissance créatrice, et on agit dans le monde. Hein. C'est pas pour rester passif, il y a vraiment une force d'action qui se met en mouvement, et c'est quelque chose d'inspiré, inspiré par le souffle de l'esprit, donc spiritus, qui est incarné, donc qui passe à travers le corps, ce que la tradition chrétienne appelle le Verbe fait chair. D'accord? Voilà, donc tout ça, j'essaye de faire des liens, hein, je vous montre un petit peu comment tout ça peut converger. Après, ça reste des interprétations, et c'est une interprétation quand même personnelle, qui est issue aussi de mon propre cheminement. Tout le monde serait évidemment pas d'accord avec cette façon de voir les choses, et c'est OK. À chacun de voir si ça peut lui parler et faire sens. Comme disait le Bouddha, ne crois pas aveuglément à ce que te disent les sages, les traditions, les philosophes, mais regarde si tu peux en faire quelque chose de ta vie, et si ça t'est utile, alors tu peux t'y conformer. Voilà, c'est ça qui est important. C'est mettre en pratique et puis voir si ça nous aide finalement à aller mieux. Sinon, ça sert strictement à rien et il vaut mieux abandonner ces enseignements. Voilà, alors, petite pause pour aller chercher les retardataires, pas qu'ils patientent éternellement dans la salle d'attente, ce serait bien dommage. Voilà, je regarde un petit coup d'œil sur le chat, apparemment tout va bien. S'il y a quoi que ce soit, vous mettez un message dans le chat, je regarde de temps en temps, comme ça on est au clair, et puis je peux rectifier s'il y a lieu. Super, alors je perds pas de temps, j'ai l'habitude des fois de faire des digressions et puis de perdre pas mal de temps, donc ce soir je vais essayer vraiment de garder le fil conducteur. Parce je vais essayer de pas trop déborder non plus. Si je peux faire 2 heures, ce serait l'idéal, c'est ce qui était prévu. Donc on continue. La méthode TEN en bref. Je pourrais dire même en résumé en un seul mot, en une expression. Eh bien, c'est lâcher prise. Et là, un petit clin d'œil à Jésus avec le tendre l'autre joue, TEN, tendre l'autre joue. Vous voyez, donc c'est un petit lien comme ça rigolo que je ne pouvais pas m'empêcher de mettre en valeur. Voilà. Parce qu'effectivement, c'est ça, dans la méthode TEN, on va tendre l'autre joue. On va faire exactement comme Milarepa a fait avec ses démons. Hein. On va lâcher prise. Et donc, ce n'est pas seulement accueillir, mais aussi et surtout lâcher prise. Donc là, il y a une petite faute d'orthographe il n'y a pas de trait d'union sur le deuxième lâcher prise. Il y a le lâcher prise et puis il y a le verbe lâcher prise. Voilà. Donc, pourquoi je dis pas seulement accueillir? Parce que on remarque que dans ce genre d'approche psychologique, avec nos ombres intérieures, avec ce qu'on n'aime pas en soi, on connaît l'acceptation, on connaît la pleine conscience, on connaît l'accueil. C'est un mot qu'on utilise souvent un peu en parallèle à l'acceptation. Moi, je préfère l'expression accueillir à l'acceptation parce que dans l'accueil, il y a une forme ça dénote un dynamisme, une ouverture, qu'il n'y a pas dans l'acceptation qui est plus passive. Donc, on parle beaucoup d'accueillir, mais ça ne veut pas dire que les gens vont réussir à lâcher prise pour autant. Ça ne veut pas dire que les gens vont réussir à transmuter leurs états intérieurs pour autant. Parce que pour que l'accueil fonctionne et qu'il s'apparente à un vrai lâcher-prise, il faut qu'il soit inconditionnel. Vous avez dit le mot, l'inconditionnalité, c'est fondamental. Ce que font la plupart des gens, pour lesquels ça ne marche pas, et c'est normal que ça ne marche pas, parce qu'ils accueillent à condition que leur accueil ou que leur pleine conscience ou que leur acceptation, elles leur permettent de se débarrasser de ce qu'ils n'aiment pas en eux. Donc c'est une démarche conditionnelle, voyez, et c'est pour ça que ça ne marche pas. Si je dis à mon état intérieur, bon, je t'accueille, je t'offre un espace dans lequel tu es libre d'exister, mais pourvu que grâce à cet accueil, tu puisses me fiche la paix. Ça, c'est du conditionnel. Donc, en fait, c'est une forme de contrôle déguisé en lâcher prise. Voyez ?
Et comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans la conférence, il n'y a pas de demi-mesure. On ne peut pas servir 2 mètres à la fois, comme disait le Christ. Alors là, j'interprète à ma sauce, hein. Ça veut dire autre chose aussi. Donc, je ne peux pas être dans le lâcher-prise et puis être dans une forme plus ou moins subtile de contrôle. Ça fonctionne pas, hein. Et puis, nos états intérieurs, ils sont pas dupes. C'est nos démons, donc ils sont rusés. C'est pas à eux qu'on va apprendre à faire la grimace, hein. C'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire la grimace. Ils sont pas nés de la dernière pluie, si vous me permettez l'expression aussi. Donc, on ne peut pas les duper. Il faut vraiment qu'ils sentent que notre accueil, il est inconditionnel, qu'il est absolument authentique et sincère. D'accord? Et c'est là où le protocole de la méthode TEN, il est très efficace parce qu'il va vous permettre d'intensifier votre état de lâcher prise progressivement. Et en contrepartie, ça revient au même, de lâcher de plus en plus profondément le contrôle. Lâcher prise, ça veut dire lâcher le contrôle, lâcher la prise. Vous voyez? Donc c'est là toute la puissance du protocole de la méthode TEN. Et puis ce protocole de la méthode TEN, il est basé sur un dialogue intérieur. Donc dialogue, ça veut dire qu'il y a 2 parties, on est d'accord, hein, logique. Et ces 2 parties, donc c'est vous, c'est l'esprit que vous êtes, c'est la pure conscience que vous êtes, et puis ce qui se passe à l'intérieur de la Terre, c'est-à-dire toutes les parts de vous-même qui existent en vous, c'est-à-dire tous ces états d'existence dont j'ai parlé. Tout ce à quoi on a tendance aussi habituellement à s'identifier. Par exemple, le contrôleur intérieur, le juge intérieur, le saboteur intérieur, c'est ce qu'on peut appeler nos démons intérieurs. Et on s'y identifie. Même quand on en a conscience et puis qu'on veut s'en débarrasser, on est toujours dans une forme de contrôle. Voyez? Donc, il va falloir à un moment donné prendre une posture, un juste positionnement intérieur, où on va se réaligner sur le pur esprit à l'intérieur de soi. La pure conscience, ce que on appelle le je suis, hein, tant en Orient qu'en Occident. Ce fameux je suis, c'est la pleine conscience qui observe les choses telles qu'elles sont. Si je devais utiliser une image, tiens, j'aurais pu aussi l'insérer dans la présentation, c'est la symbolique du soleil qui est le je suis et qui va observer tout ce qui se passe autour de lui. Bon, on va dire sur la Terre spécifiquement. Sur la Terre, il y a plein de phénomènes. Il y a des nuages, il y a des espèces vivantes, etc. Il y a des phénomènes naturels. Et ça, c'est symbole de tous nos états d'existence. Donc le soleil, lui, c'est le pur je suis, qui est une forme de contemplation pure, qui ne juge pas, qui est au-delà du bien et du mal, hein. C'est ce que j'ai appelé moi la logique ternaire. C'est le 3e terme de la logique ternaire, les 2 autres étant ces aspects opposés qui sont le bien et le mal. Donc le pur esprit, le je suis, il transcende cette dualité. Et c'est cette posture-là qu'on va prendre dans le dialogue en parlant à ces différents états d'existence. Vous voyez? Voilà, donc maintenant on va entrer un petit peu plus spécifiquement dans l'analyse et l'exploration du protocole en lui-même, qui a, comme son nom l'indique, 10 étapes. Hein. TEN, la méthode TEN, ça veut dire 10 en anglais, il y a 10 étapes. Mais celle qui nous intéresse tout particulièrement, c'est les 5 premières, parce que ce sont les étapes qui sont actives, par rapport aux étapes d'après, qui sont les étapes passives, où là, on a juste à contempler ce qui va se passer. Hein. Donc nous, là où on va, en tant qu'esprit, devoir être actif, c'est au travers des 5 premières étapes du protocole. D'accord? Voilà, donc les étapes passives, je vais y revenir un petit peu plus loin dans la présentation. Là, j'ai mis un symbole yin-yang parce que, effectivement, on aurait pu mettre ça en rapport avec Solvay et Coagula, puisqu'on était dans l'alchimie quelques slides auparavant. C'est l'actif, le passif, la construction, la dissolution, l'intégration,
la dissolution. On parle de coagulation aussi, exactement. Donc ça, je ne m'attarde pas sur la symbolique du yin et du yang, retenez simplement qu'il y a 5 étapes actives et 5 étapes passives. Voilà, alors là, on va commencer par les étapes actives. La première étape active du protocole de la méthode TEN, ça peut vous paraître beaucoup, 10 étapes, mais vous verrez que celles qui nous intéressent, c'est les 5 premières étapes, et on passe très vite au travers d'elles. C'est un protocole qui est rapide, c'est pas une demi-heure, donc ça va beaucoup plus vite que ça. La condition pour que ce soit non seulement efficace et rapide, c'est la sincérité dans ce dialogue intérieur. Donc la première étape, elle est, on va dire, innée, naturelle, spontanée, c'est ce que la psychologie appelle la capture attentionnelle. C'est simplement percevoir, ressentir. Pour chaque étape, il y a des phrases que j'ai élaborées moi-même, que j'ai expérimentées et qui sont efficaces dans l'optique de ce dialogue intérieur. Il y a une façon de s'exprimer qui doit être compréhensible pour nos états d'existence. Vous voyez ? Et donc, ces phrases clés, ces formulations efficaces, il y en a beaucoup d'exemples dans la formation. Là, je ne vais pas toutes les passer en revue, je vous en donnerai un aperçu dans l'exercice que je vais vous proposer, où je vous guiderai avec ces formulations. Mais ça prendrait trop de temps en fait de toutes les énoncer, donc elles sont dans la formation. Retenez simplement que la perception, ça veut dire ressentir. Et ça, c'est automatique, puisque je sais bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je me sens pas bien. Je suis agité, je suis stressé. Tout ça, c'est de l'ordre de la perception. Voilà. Ensuite, la validation. Ça, c'est la deuxième étape du protocole, qui est aussi très rapide, c'est donner du sens. Et là, je vous ai mis un autre philosophe, Jean-Paul Sartre, tout le monde le connaît, et il a consacré un traité aussi aux émotions, l'esquisse d'une théorie des émotions, ça, peu de gens le savent, et donc il a dit « l'émotion a un sens, elle signifie quelque chose pour ma vie psychique ». Très intéressant, très intéressant. Et donc, ça c'est en lien avec la validation. Ça veut dire, je vais donner du sens à mon état d'existence, à mon émotion négative, entre guillemets. Je vais lui attribuer une raison d'être. Alors, je précise bien que c'est pas, on ne doit pas la comprendre, cette raison d'être. Tout comme la fonction. Il y a une fonction, il n'y a pas besoin de savoir exactement laquelle. Simplement, notre état d'existence a besoin d'être validé, il a besoin de sentir qu'on sait qu'il n'est pas là par hasard, qu'il a une fonction, qu'il a une raison d'être bien précise. Encore une fois, on n'a pas besoin de savoir laquelle c'est. D'accord ? Et ça va lui donner du sens. On va lui faire comprendre qu'on sait qu'il a une signification précise, qu'il n'est pas là par hasard. D'accord ? Ça, c'est la validation. Ensuite, puisqu'il a une raison d'être, puisqu'il n'est pas là par hasard, eh bien on peut lui dire merci. On peut l'honorer d'être présent et puis d'avoir une fonction. Il nous sert à quelque chose, il fait sens. Et on peut le bénir aussi. On peut lui dire « je t'aime ». Ça fait partie des formulations. Donc c'est aimer notre état intérieur. Et ça, pour les personnes qui connaissent Ho'oponopono, eh ben on est dans cet esprit-là. Je t'aime. On peut dire pardon aussi. Même si, dans la méthode TEN, je ne suis pas adepte du pardon dans les étapes actives, parce que si il y a une fonction, alors il n'y a rien à pardonner quelque part. Tout a son utilité. Le pardon, ça serait peut-être de vouloir dire alors à notre état négatif, jusqu'ici, je ne t'ai pas honoré, jusqu'ici, je n'ai pas compris que tu avais une raison d'être, alors pardonne-moi. Dans ce sens-là, oui, tout à fait, on peut pardonner à cette étape du remerciement. Voyez ? Donc ça, on est toujours dans ce dialogue intérieur. C'est merci. Un exemple de formulation tout bête, c'est merci. Merci à toi d'être là en moi, puisque tu as une raison d'être. L'accueil paradoxal, maintenant. Alors ça, c'est intéressant. Je vous ai dit que c'était une mutation de la méthode TEN 2.0, parce que
au départ, c'était inclus dans ce que j'appelais l'encouragement et c'était en étape 5. Les étapes du protocole ont été modifiées. Par exemple, au début, en étape 2, c'était l'acceptation. On disait par exemple, c'est OK que tu sois là. Mais j'ai remarqué par l'expérience et aussi au travers des nombreux témoignages que j'ai eus, que les gens arrivaient beaucoup mieux à être dans une forme d'acceptation et d'accueil après avoir donné du sens et après avoir dit merci. Voyez? C'est pour ça que j'ai changé l'ordre. Donc l'acceptation, je l'ai mis en étape 4 et je l'appelle l'accueil paradoxal. Je vous ai dit, je préfère l'accueil à l'acceptation parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la dynamique, de ce dialogue intérieur. Donc là, on va, comme je l'ai écrit, offrir un espace de liberté totale à notre état d'existence. Pourquoi j'ai mis paradoxal? C'est un peu comme le changement paradoxal. La meilleure façon de changer, c'est de ne pas vouloir changer. Voyez? Donc, l'idée du paradoxe, c'est de faire comprendre, de faire sentir à notre état d'existence qu'il est libre totalement d'évoluer à sa guise, même de devenir plus désagréable si c'est conforme à sa raison d'être, si c'est conforme à sa fonction. Voyez? Et il y a une petite subtilité par rapport à l'encouragement qu'il y avait dans la précédente version de la méthode TEN. Il y avait quelque chose qui me dérangeait avec cet encouragement, non seulement parce que ça pouvait faire peur à certaines personnes, je disais, mais pourquoi je vais encourager mon émotion si elle me fait déjà du mal, elle va encore devenir plus désagréable. Les gens ne comprenaient pas le tendre l'autre joue. Donc, je me suis dit, il y a un petit problème avec cette notion d'encouragement. La deuxième chose qui me dérangeait avec l'encouragement, c'est que c'était une injonction, en fait. Et puis, on ne peut pas être dans le lâcher-prise et en même temps donner un ordre quelque part, ou donner une injonction. C'est pas compatible. Donc, il faut vraiment que dans l'accueil paradoxal, il y ait l'idée qu'on laisse une totale liberté à notre état d'existence. C'est lui qui va décider ce qu'il va faire. Vous voyez la nuance? C'est des choses très subtiles en fait. Et bien que l'encouragement pouvait fonctionner, qui pouvait accroître l'état de lâcher prise, l'accueil paradoxal est encore plus efficace, encore plus puissant. Donc là, par exemple, c'est paradoxal parce que j'accepte que mon état négatif, il devienne même plus désagréable encore. Voyez? Et là, on rentre vraiment dans l'inconditionnalité. Voilà, c'est ça l'accueil paradoxal. Et puis la cinquième étape, qui est une nouvelle étape qui ne figurait pas dans l'ancien protocole, c'est le renoncement. Et là, on va faire comprendre à notre état négatif, à notre état d'existence, c'est un peu le parachèvement, on va dire, de l'accueil paradoxal, et qu'on renonce complètement à toute forme de contrôle sur lui. Ça veut dire qu'on lui fait une totale et absolue confiance. Et là, on est dans la foi aussi. Dans la foi, que notre état d'existence, il a son intelligence propre et il saura comment se réguler de manière autonome. Et il saura d'autant mieux se réguler que nous, on lâche complètement prise. Voyez, c'est ça le renoncement. Donc là, dans le renoncement, on peut aussi inclure une dimension de transcendance, un peu une dimension de rapport à une spiritualité pure. Par exemple, on peut dire, cette étape-là, on pourrait formuler que ta volonté soit faite et non la mienne. On peut s'adresser soit à notre état intérieur, soit même à Dieu, pourquoi pas. Je m'en remets totalement à une intelligence supérieure à la mienne, que ça soit celle de ma physiologie ou que ça soit celle d'une intelligence cosmique, d'une intelligence universelle. Ça, pour les croyants ou les non-croyants, il y a des exemples de formulations qui font aussi partie de la formation, qui correspondent à cette étape du renoncement. Voyez? Donc toutes ces formulations qui figurent dans la formation, elles vont vous aider à nouer un dialogue intérieur de qualité avec vos états d'existence pour que le lâcher-prise puisse être atteint, le lâcher-prise total. À chaque étape, vous allez utiliser des phrases spécifiques dont vous allez pouvoir vous inspirer, vous allez pouvoir aussi adapter à votre sensibilité. Ça, c'est aussi ce que je vous invite à faire dans les énoncés de la formation. C'est de vous approprier en quelque sorte ces formulations efficaces pour que ce soit encore plus personnalisé.
Parce que vous avez une sensibilité particulière. Et vos états intérieurs, ils sont pas sensibles à des phrases toutes faites. Ils sont sensibles à votre façon de parler. Voyez? Donc, si les formulations efficaces qu'il y a dans la formation, elles correspondent à votre sensibilité, vous pouvez les utiliser telles quelles. Si par contre, elles ne vous correspondent pas tout à fait, vous allez les modifier et vous allez vous en inspirer pour faire les vôtres. Voilà, ça, c'est important. Voilà, donc l'idée, c'est de passer au travers de ces 5 étapes pour approfondir votre état de lâcher prise. Le protocole, il a été savamment élaboré après moultes expériences et aussi tous les témoignages que j'ai reçus des dizaines de personnes qui utilisent la méthode TEN tous les jours. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier. C'est ça qui enrichit la méthode TEN, c'est tous ces témoignages, tous ces retours. Voilà, donc là, on est dans la phase active. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça va engendrer, ces 5 étapes par lesquelles on sera passé. D'accord? Donc, on va en quelque sorte récolter les fruits et puis on va entrer dans la phase passive qui est la contemplation. Hein, on va jouir de ces fruits. Alors, voilà, je les ai mis les 5 en même temps parce qu'elles peuvent, même si elles sont numérotées dans un ordre précis, il faut savoir que les étapes passives, elles peuvent survenir de façon simultanée. Des fois, c'est l'une après l'autre, des fois, c'est l'ordre qui est inversé. Mais en principe, ça commence par la transmutation. Donc, le résultat direct des 5 étapes actives, c'est le processus de transmutation qui va s'enclencher. Ça veut dire que notre état désagréable, il va devenir agréable. Vous vous souvenez, la métaphore de l'alchimie, on va faire de l'or avec du plomb. On va faire du mal un bien. D'accord? Et c'est là qu'on va voir qu'en fait, dans l'absolu, il n'y a pas de négatif. Le mal en soi n'existe pas, puisque ce mal en soi, j'ai pu en faire quelque chose de bénéfique, d'agréable. Et ça, c'est ce qu'on appelle la transmutation. Ok? Et cette transmutation, elle va quasiment simultanément produire un processus d'éveil. C'est-à-dire que l'émotion étant remise en mouvement, notre conscience, notre état de conscience va s'éveiller, il va se modifier. Et là, la métaphore que j'utilise souvent, j'aurais pu aussi l'introduire dans cette présentation, mais elle est beaucoup mieux décrite, on va dire, dans la formation, c'est la métaphore du bourgeon et de la sève. Pour qu'un bourgeon il éclot, je ne sais pas comment on conjugue le verbe, mais je crois que pour qu'il y ait une éclosion du bourgeon, je vais le dire comme ça, il faut que la sève elle monte. Voyez? Si la sève elle est bloquée, le bourgeon il va pas éclore. Donc le bourgeon ici il symbolise notre état de conscience, notre conscience elle-même. Et c'est pas pour rien que dans la tradition d'Orient, on symbolise la conscience souvent par une fleur de lotus. Hein. Les états de conscience sont souvent en rapport au degré d'ouverture et de fermeture des fameux chakras. Et puis dans la tradition chrétienne, il est aussi question des fruits ou des fleurs, c'est les fruits de l'esprit dont parle saint Paul. Hein. Donc ça c'est en rapport à nos états de conscience. Quand je vous disais qu'on va récolter les fruits, eh ben en fait, c'est les fruits du processus de la transmutation. Cette remise en mouvement de l'émotion, c'est pour ça que l'émotion, elle est si essentielle. Hein. C'est pas pour rien que j'ai cité les grands esprits de ce monde, des philosophes, Jean-Paul Sartre, Carl Gustav Jung, que je vais citer encore par la suite, vous verrez, des grands penseurs, des grands esprits, ils ont reconnu l'importance de l'émotion. Parce que sans émotion, il n'y a pas de puissance d'agir. Il n'y a pas non plus de prise de conscience. Il n'y a pas non plus d'insights. Hein. L'insight, c'est un mot anglais qui veut dire prise de conscience. Donc, cette prise de conscience, elle résulte du processus de remise en mouvement de l'énergie bloquée. D'ailleurs, c'est le sens même du mot émotion. On va voir l'étymologie dans un slide par la suite. Donc, cette étape, elle est très importante. Cette étape de l'éveil, elle est en lien avec la puissance d'agir. Parce que bien entendu, si l'énergie elle est mise en mouvement, elle va nous porter, elle va restaurer nos élans de vie. Hein, ce désir dont je parlais, qui est l'essence de l'homme selon Spinoza,
ça va nous donner envie d'agir, pas seulement d'agir aussi au niveau physique, mais d'être dans l'action au niveau des pensées, avoir de la créativité, avoir une imagination qui est porteuse, qui va être source de joie, par exemple. Tout ça, c'est la puissance d'agir. Et c'est donc la conséquence de la transmutation. Et c'est cette dimension que j'avais pas trop explorée dans la première version de la méthode TEN que maintenant je vais vraiment développer. C'est-à-dire ce qui va résulter du processus d'éveil de la conscience, c'est-à-dire l'augmentation de la puissance d'agir. Puissance d'agir, c'est aussi une expression qui est en lien avec le philosophe Spinoza. On va le voir plus tard. Spinoza était extraordinaire, un philosophe, le philosophe des philosophes, hein, on dit, donc c'est pas pour rien. Il avait compris énormément de choses avant l'heure, hein, avant les progrès de la science. La science a pu confirmer hein, les connaissances apportées par Spinoza, et donc c'était un esprit vraiment inspiré, éclairé. Voilà, donc après, il y a aussi la gratitude, parce que évidemment, quand on réalise que le mal n'existe pas et puis qu'on vit des choses extraordinaires à l'intérieur de soi, de l'ordre de l'éveil, des prises de conscience, de l'émerveillement, de l'amour aussi. C'est pour ça que je disais que ces phases, elles sont mêlées. Eh ben, on a de la gratitude. Hein. Et quand on a de la gratitude, ben, ça s'accompagne aussi d'un élan d'aimer. En fait, ça devient naturel, ça devient spontané. On n'est plus en train de se dire il faut que j'aime ou il faut que je pardonne ou il faut que j'ai de la compassion parce que c'est ça qui va me permettre d'être bien. Hein, c'est prendre le problème à l'envers en fait. Les gens essayent d'aimer, ils essayent d'être dans la compassion, ils essayent d'être dans le pardon, mais ils n'ont pas ravivé en fait ils n'ont pas remis en mouvement leurs énergies bloquées, leurs émotions bloquées, leurs états négatifs. Voyez. Donc en fait, ils prennent le problème par le mauvais côté. Et ça ne peut pas marcher, ou alors il faut faire beaucoup, beaucoup d'efforts. Mais comme disait Jung aussi, ce qui n'a pas été porté à la lumière de la conscience revient sous la forme du destin. Donc on peut faire des efforts, mais c'est en surface. On peut temporairement mettre la poussière sous le tapis, mais nos démons, ils reviendront nous hanter. Et là, je refais le parallèle avec Milarepa. Vous voyez? Donc voilà. Il faut prendre les choses dans le bon ordre. Sinon, ça marche pas et on se fatigue et puis même on se démoralise, on se dit que la spiritualité, le développement personnel, c'est pas pour nous, ça marche pour les autres. Mais c'est simplement parce qu'on n'a pas fait les choses dans le bon ordre, tout simplement. Et la psychologie, c'est un ensemble de lois. La spiritualité aussi, et il vaut mieux les connaître. C'est aussi ça le dharma. Hein. La connaissance des lois universelles. Voilà, puis l'émerveillement, bah ça c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Quand on est dans l'émerveillement, bah, que vouloir de plus? On est là, on réalise que tout est juste, que tout est bon. Dieu a dit que la création était bonne, bah, on le réalise quelque part. Et puis c'est source d'émerveillement. Et ça, c'est l'état dont témoignent les êtres spirituellement réalisés. Hein, il y a de l'émerveillement. Voilà. Donc retenez bien qu'il y a 5 étapes actives qui sont importantes, où là vous allez faire ce dialogue intérieur en formulant des phrases bien précises à chaque étape, et puis ensuite vous récoltez les fruits de ce processus actif qui sont des conséquences de la transmutation. Ok? Voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir. Voilà, maintenant, un mal pour un bien. Donc dans cette philosophie de l'unité, où finalement tout concourt à notre évolution, à notre éveil, quelque part. Hein. Un mal pour un bien. Et là, je vais vous citer donc Gilles Gandhi, qui est un auteur contemporain. Le mal se transforme en bien, puisqu'il permet l'éveil de la conscience. Et chacun aura observé ce mécanisme à l'œuvre dans sa vie, car c'est toujours dans les moments les plus douloureux que notre conscience change, permettant de faire d'autres choix pour que cesse l'épreuve. Et ça, avant de vous lire la citation de Jung, c'est très en rapport avec aussi l'approche systémique, où on dit qu'il faut des fois arriver, le plus souvent même, arriver dans une impasse, dans une forme de chaos, pour qu'il y ait une transformation qui puisse jaillir, qui puisse éclore. Et là, j'aurais pu aussi citer Nietzsche, hein, du chaos naissent les étoiles. Hein, il y a une vraie symbolique là derrière.
Voilà, et puis donc Jung, je vous disais qu'il y a des grands penseurs qui ont parlé de l'émotion, et il en faisait partie. L'émotion est la principale source de toute prise de conscience. Sans émotion, il est impossible de transformer les ténèbres en lumière et l'apathie en mouvement. Vous voyez, là on est vraiment dans la transmutation. Lui il dit transformer, mais c'est de l'alchimie tout ça. D'ailleurs, Jung était un féru d'alchimie. Il a écrit tout un bouquin sur l'alchimie, c'est passionnant. Au même titre que moi, je le mets presque au même niveau que Spinoza, il avait vraiment compris énormément de choses. Jung, il était très très inspiré. Un très très grand esprit. Donc vous voyez, l'émotion est la principale source de toute prise de conscience. Je reviens ici, à l'étape 7 de l'éveil, la conscience s'éveille. Il y a des insights, des prises de conscience. Qu'est-ce qui a permis cette prise de conscience? C'est l'émotion qu'on aura régulée grâce au processus des 5 étapes actives. Voyez? Donc c'est grâce au fait qu'on a remis l'émotion en mouvement, qu'on lui a redonné sa vraie place, sa vraie fonction, qu'on l'a reconnue, c'est l'étape de la validation, qu'on va pouvoir avoir des prises de conscience. Et il n'y a pas de changement sans prise de conscience. Hein? Là, je vous invite à découvrir Damasio aussi, qui était aussi un grand esprit, grand scientifique. Il n'y a pas de prise de décision sans émotion. Hein? L'émotion est une force au service de la prise de décision. J'aurais pu mettre prise de décision aussi. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'action non plus sans l'émotion. Hein? Alors on va parler en vitesse parce que je ne veux pas non plus prendre trop de temps pour ça. Là, vous aurez aussi des exemples, beaucoup d'exemples de transmutation dans la formation en ligne, qui sont aussi le fruit de témoignages que j'ai pu récolter au fur et à mesure. Je vais vous donner quelques applications possibles qui sont tirées alors là de ma propre expérience, mais je vais les passer en vitesse, hein, parce que la dernière fois je me suis fait avoir avec cette phase-là, j'y passais au moins une demi-heure, parce que quand je pars dans du narratif, moi je donne toujours beaucoup de détails, toujours beaucoup trop qui ne sont pas nécessaires, et du coup ça prend du temps. Donc, application pratique du protocole de la méthode TEN, c'est sur toutes les formes de peur, anxiété, crise d'angoisse. Et là, je raconte toujours la première grande expérience de transmutation que j'ai vécue en rapport à une peur. C'était en rapport à un stress très fort avant de faire un match de tennis. Donc j'avais là, alors pour faire référence à Milarepa, j'avais mes vieux démons de compétiteurs. Et c'est bien pour ça que j'avais pendant plusieurs années plus fait de compétition, parce que je savais que le jour où je ferais de la compétition, mes vieux démons remonteraient à la surface et puis que je devrais en subir les assauts. Et donc ça a pas manqué ce jour-là, c'était un de mes premiers ou deuxième, troisième matchs de compétition, et puis je vivais très mal ce moment parce que j'avais le trac, donc comme on le connaît, les jambes en coton, les boyaux qui se tordent, les mains moites, transpiration, etc. J'étais dans tous mes états. 15 minutes avant le match de tennis, j'étais dans ma voiture, et puis là je me dis, ah bah tiens, c'est une bonne occasion de tester ce protocole de la méthode TEN auquel j'avais déjà bien réfléchi, en tout cas intellectuellement, mais que j'avais pas eu l'occasion de tester sous sa forme de l'époque, avec une forte émotion de peur. Et donc, je vous le fais rapidement, ça a très très bien fonctionné. J'ai transmuté un état de stress assez intense en un état de bien-être, de grande vitalité. Parce que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que au plus l'état il est intense dans le négatif, au plus il sera intense dans le positif. Vous voyez? Une transmutation, ça veut dire on garde la même intensité, mais on la transforme. Donc si vous avez une toute petite émotion de peur, intensité très faible, ça va pas devenir un moment d'extase, vous voyez? Il y aura un petit bien-être, quoi. Et moi, j'ai vraiment vécu un moment d'extase et c'était extraordinaire, très très puissant. Ensuite, la nervosité, l'agitation, l'impatience, les tensions, parce que la méthode TEN, elle fonctionne aussi avec nos mécanismes de défense. Les tensions, les crispations, c'est nos mécanismes de défense. Donc ça fait aussi partie des états négatifs, puisque tout ce qui est négatif, c'est ce qu'on rejette, ce qu'on n'aime pas. Donc notre carapace, c'est ce que j'appelle notre gardien intérieur, qui protège les blessures de l'âme. C'est tout ce qui résulte aussi du stress, des tensions, de la nervosité, et ça peut se transmuter. Donc je vous donne pas tous les exemples, mais je vous dis les applications. Hein. Si on faisait les exemples, ça, comme je vous l'ai dit, ils sont dans la formation. Vous avez plein d'exemples de transmutation avec tous ces cas précis.
Fatigue, insomnie. Moi, je me suis même traité des insomnies avec la méthode TEN. Alors là, il faut que l'insomnie, elle ait une cause émotionnelle. Si c'est une cause purement physique, par exemple, moi, si je bois un peu trop d'alcool durant une soirée, je vais faire de l'insomnie. Je supporte mal, mon corps ne supporte pas l'alcool même à petite dose. Je suis tellement sensible que je le supporte de moins en moins. Donc, si vous avez une insomnie avec une cause émotionnelle, la méthode TEN peut fonctionner. Alors là, je vous donne l'exemple quand même, je le fais en vitesse. L'insomnie, donc j'étais dans mon lit allongé, 3 heures, 4 heures du matin, impossible de dormir. J'ai demandé à être encore plus éveillé en fait. Donc c'est ça l'accueil paradoxal. Hein. Dire, je parlais à mon insomnie, ok d'accord, si ça doit être inconditionnel, alors j'accepte que tu me maintiennes encore plus éveillé. Et ça a lâché prise et je suis endormi. Je crois que je ne sais même pas si j'ai pu finir le protocole. Donc c'est très très rapide et ça peut vous surprendre, mais effectivement, ça a fonctionné du tonnerre. Et pour la fatigue aussi, alors là c'est l'exemple, c'est le contre-exemple, on pourrait dire. Un jour j'étais dans le train et puis j'avais beaucoup de travail et je luttais contre la fatigue. Et j'avais mon ordinateur portable devant les yeux, j'essayais de travailler et c'était vraiment, je ramais en fait, c'était dur. Je faisais beaucoup d'efforts et ces états, vraiment, on les connaît, ils sont désagréables quand on doit lutter contre le sommeil. Et là, je me dis, je fais 5 minutes, je fais 5 minutes de pause et puis je vais m'endormir. Et donc là, je parle à ma fatigue et puis je le dis, vas-y, donne-t'en à cœur joie, laisse libre cours et je m'endors très rapidement. Alors que, en fait, avant, j'étais dans la lutte. Vous voyez, donc ça, quand on parle à notre état, qu'on l'accepte vraiment, qu'on l'accueille vraiment, eh ben, il peut se déployer et il va se conformer à ce qui est juste en fait pour nous à ce moment-là. Voyez, conformément à sa fonction. Si on a besoin de dormir, eh ben, on va dormir très rapidement. L'humiliation, le rejet, l'injustice, l'abandon. L'humiliation, ça, j'ai aussi des exemples où je me suis senti humilié par une personne. Donc, au départ, j'étais mal avec ça, j'avais même des pensées négatives vis-à-vis de cette personne. J'ai fait le protocole avec la sensation que je sentais dans mon corps, l'émotion d'humiliation et la honte aussi. Et on n'a pas besoin de mettre un mot sur l'émotion. Il suffit de la ressentir et puis le protocole va fonctionner. Et là, donc, transmutation, je me sens super bien et c'est là où j'ai eu des pensées de gratitude parce que en fait, cette personne n'était plus du tout un problème. Je la remerciais même de m'avoir permis de vivre ce moment de transmutation qui a découlé sur un état très agréable. Donc, quelque part, avant cette humiliation, j'étais pas dans un état aussi agréable. C'est grâce à cette personne et à la transmutation que je me suis autorisé à vivre, que j'ai pu vivre un état très agréable. Et en plus, me libérer par la même occasion d'un schéma, de quelque chose. C'est pas pour rien que j'ai vécu cette réalité. Cette personne, parce qu'elle a dit, a mis le doigt sur un point sensible chez moi et ça m'a permis de travailler et donc de me libérer de ce schéma auquel peut être lié ce qu'on appelle les blessures de l'âme. Voilà. Donc rejet, injustice, abandon, ça c'est toutes les blessures de l'âme, ça fonctionne aussi. Voilà, chers amis, alors, pour vous remercier de votre patience, puisque vous attendez tous l'exercice avec intérêt, j'imagine, je vais vous en proposer un, le premier des deux. Les avantages et les bénéfices. Vous avez déjà peut-être pu en expérimenter grâce à ce petit exercice, une transmutation. Un peu plus philosophiquement, on va dire, un des avantages et des bénéfices, quand on sait qu'on cesse de lutter contre. Et cesser de lutter contre, c'est cesser de contrôler, c'est cesser de faire beaucoup d'efforts et donc de dilapider beaucoup d'énergie. Donc ça, on économise de l'énergie, on évite aussi la répression émotionnelle qui entraîne son lot de conséquences fâcheuses, c'est-à-dire même des maladies, des états inconfortables, de la fatigue, parce que les émotions bloquées, c'est aussi, ça génère des tensions, il faut les contenir, puisqu'on ne veut pas les ressentir, il faut mettre une carapace autour d'elles, donc ça génère des tensions, c'est du catabolisme, c'est de la dépense d'énergie, et donc de la fatigue, d'accord, donc on est moins fatigué.
on se lâche la grappe. Fichez-vous la paix, hein, je crois que c'est un des titres de livre de Fabrice Midal. Fichez-vous la paix, on se lâche la grappe. Donc ça fait beaucoup de bien et on économise de l'énergie. Voilà. Plus besoin de s'efforcer à positiver et contrôler. Là, c'est là que j'avais mis l'économie d'énergie. Effectivement, on la retrouve aussi là. Alors là, j'ai dit et s'efforcer de positiver, c'est ce que je disais avant. Vous savez, souvent dans le développement personnel, on prend le problème à l'envers. On se dit qu'il faut faire des efforts pour positiver, visualisation créatrice, il faut activer notre pouvoir pour activer la loi d'attraction, etc. Mais on n'a pas traité la cause. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas soucié de déjà s'occuper de nos émotions, de nos états négatifs. Donc on positive en surface pour échapper à ce qu'on n'aime pas. Mais ça marche pas. C'est comme essayer de couper certaines herbes dans le jardin en espérant qu'elles ne repoussent pas. Hein, et il faut d'abord extraire la racine. Vous aurez remarqué que je n'ai pas parlé de mauvaises herbes. Hein. Il n'y a pas de mauvaises herbes. Tout comme il n'y a pas de mauvaises émotions. Donc là, on n'a plus besoin de contrôler non plus. C'est un grand lâcher-prise. Voilà. Réunification intérieure. Donc là, pour les adeptes de l'enseignement de Jung, eh bien, ça va faire tilt. On est dans la réunification intérieure. On est dans la lumière qui va se projeter sur l'ombre, dans un but d'alchimie. Donc, avant, si vous voulez, on était séparés intérieurement. D'ailleurs, il y aurait toute la symbolique à faire avec le diable et tradition. Celui qui sépare, diabolos, ça veut dire se jeter en travers. Donc, la réunification intérieure, c'est vraiment une démarche spirituelle où on va se libérer de notre démon intérieur, de notre diable intérieur qui sépare la lumière de l'ombre, justement. Hein. Donc là, on va se réunifier intérieurement, c'est-à-dire qu'on va faire la paix avec soi-même, on va réconcilier les opposés à l'intérieur de soi, et ça, cette remise en mouvement de l'énergie, donc qui résulte de la réunification, ça va générer des synchronicités, ce que Jung appelait des synchronicités. Ça va avoir des répercussions sur notre réalité, non seulement la réalité qui va se transformer, mais aussi notre façon de la percevoir, puisque ça change l'état de conscience. Voyez ? On va être dans un changement de paradigme, ça c'est aussi un des grands avantages de la méthode TEN, c'est qu'elle nous met dans la logique ternaire, la logique intégrative. On sort de la dualité, ce sempiternel combat entre le bien et le mal, pour retrouver l'axe de l'esprit en soi, qui est un axe d'intégration. Je vous ai parlé de la symbolique du soleil. C'est ça, hein, la logique ternaire, c'est retrouver ce troisième terme qui est l'esprit en soi, le je suis, ce témoin ultime qui contemple à partir d'un espace de non-jugement, ce qu'on appelle aussi de l'équanimité. D'accord ? Là, on pourrait faire aussi le lien avec le caducée d'Hermès. J'en parle dans la formation, c'est aussi très intéressant. Le caducée d'Hermès, vous savez, c'est le bâton qui symbolise la lumière de l'esprit, donc ce troisième terme, qui, grâce à lui, permet d'harmoniser le bien et le mal, en tout cas, c'est symbolisé par les serpents, hein, les opposés dans ces fameuses impulsions contraires, désir, aversion, qu'on symbolise des fois sous la forme du bien et du mal. Et donc, ce caducée il symbolise l'harmonie des contraires. Mais pour ça, il faut ce troisième terme, qui est l'intelligence de l'esprit. Cette intelligence spirituelle qui est en vous, que vous allez solliciter dans le dialogue intérieur. Parce que c'est grâce à ces phrases spécifiques que vous allez pouvoir vous aligner sur l'amour spirituel qui est en vous. Donc toutes les 5 phases actives du protocole vous aident en fait à vous réaligner sur l'axe de l'esprit. C'est en ce sens-là aussi que ça rejoint le verbe créateur. Le verbe n'est d'ailleurs, soit dit en passant, pas seulement une parole, c'est d'abord une pensée, c'est d'abord l'imaginaire. Hein. Voilà, et puis le dernier avantage que j'avais listé, il y en a d'autres, mais ça c'est les plus importants, c'est le fameux développement de votre puissance d'agir. Parce que quand vous transmutez vos états intérieurs,
En même temps, il y aura une restauration des élans de vie qui y sont associés, hein. Ce que je reprends Spinoza appelait le conatus, c'est-à-dire les élans de vie. Lui, il parlait de la puissance d'agir, c'est-à-dire quand la puissance, comment dire, les élans de vie sont toujours là à l'intérieur de vous, mais ils peuvent être plus ou moins entravés en fonction des pensées que vous avez, en fonction de vos schémas de fonctionnement, hein. Donc, si vous autorisez vos élans de vie à vraiment pouvoir s'épanouir, vous leur laissez libre cours à l'intérieur de vous. Si par exemple c'est un désir, une aspiration profonde, vous vous autorisez à l'imaginer, comment vous vivriez si ce désir était satisfait, hein, et là vous augmentez considérablement votre puissance d'agir parce que votre élan vital, il n'est plus entravé par des croyances limitantes, par des sentiments d'indignité par exemple, par le syndrome de l'imposteur par exemple. Voyez, vous avez en vous, dans votre cœur, des aspirations profondes. Peut-être je pourrais parler même de raison d'être, si vous connaissez l'ikigai, hein, de mission de vie. Et si vous vous autorisez à imaginer ce que serait votre vie, ce que vous seriez, si vous incarniez vraiment ça, alors là, vous êtes totalement dans laisser libre cours à votre désir fondamental. L'essence de l'homme, disait Spinoza, donc l'essence de votre être. Et ça va vous donner une joie, un élan de faire des choses, d'agir, qui est extraordinaire. Vous pourrez déplacer des montagnes avec cette puissance d'agir. Voyez? Donc c'est ça en fait, les bénéfices aussi, les conséquences positives du processus de transmutation. Voilà, donc la puissance d'agir, je reviens maintenant à Spinoza pour un peu la décrire avec plus de précision. Donc déjà, cette puissance d'agir, elle est en lien avec l'émotion. Si l'émotion, elle est entravée, ça entrave aussi l'élan vital qui lui est associé, hein, ce que Spinoza appelait le conatus. C'est ce désir de vous développer en tant qu'être, hein, ce désir de vivre et d'exister pour vous réaliser vous-même en fait. Et bien sûr, dans la joie, avec tout ce que ça peut apporter de bénéfique aussi pour la communauté, pour le vivre ensemble, puisque quand vous donnez le meilleur de vous-même, eh ben, les fruits vont profiter à tous les autres, évidemment. Donc, pour être dans cette puissance d'agir, pour vivre votre vie rêvée, il faut vous autoriser à vivre vos émotions. Voilà. Si l'émotion, elle n'est pas en mouvement, si elle est bloquée, il n'y a pas de puissance d'agir. D'ailleurs, c'est contenu dans l'étymologie même du mot émotion. Emovere, ça veut dire mettre en mouvement. Et donc voilà, en résumé, nos états émotionnels diminuent ou augmentent notre puissance d'agir. Les états négatifs diminuent la puissance d'agir, les états transmutés augmentent la puissance d'agir. Vous voyez, moi je fais une formation en coaching et j'accompagne beaucoup de personnes qui en fait se rendent compte qu'elles ne vivent pas leur vie rêvée. Elles ont des contraintes dans leur vie personnelle, des contraintes dans leur vie professionnelle. Il y a plein de choses qui vont pas. Et bien souvent, en fait, je me rends compte que ce sont des personnes qui ne vont pas à la rencontre de leurs états intérieurs, de leurs ombres, de leurs états négatifs, hein. Ils veulent changer les choses en surface, mais ça ne marchera pas s'ils vont pas à l'origine du problème. Souvenez-vous, il n'y a pas de prise de conscience sans émotion. Et s'il n'y a pas de prise de conscience, il n'y a pas de changement non plus. L'émotion est ce qui va favoriser la prise de décision. Et donc, il n'y a pas de changement sans prise de décision. Donc, il y a beaucoup de personnes qui veulent du changement dans leur vie. Le coaching, c'est l'art d'accompagner le changement. Mais ils veulent changer sans aller à la rencontre d'eux-mêmes. Et souvent, ils veulent changer en changeant les circonstances extérieures, en changeant le patron, en changeant le conjoint, en changeant la société. C'est plus facile. Les seuls changements qu'il peut y avoir, ils passent par soi. Voilà. Voilà, maintenant, alors je vais vous faire un deuxième petit exercice pratique qui va être la continuité du précédent.
C'est ça que j'ai apporté maintenant comme nouveauté à la méthode TEN, c'est travailler maintenant avec l'imaginaire. Donc, j'espère pour la plupart d'entre vous que vous vous trouvez maintenant dans un état d'être plutôt agréable, en conséquence ou pas de l'exercice précédent. Mais bon, voilà, partons du principe que vous avez maintenant un état d'être plutôt agréable et donc une ouverture plutôt facile à vous projeter dans un imaginaire où avec enthousiasme, vous pouvez imaginer quelque chose de tout à fait positif, une situation idéale. Alors je vous laisse choisir quelque chose de façon tout à fait libre, une situation qui pour vous serait idéale. Vous pouvez fermer les yeux et puis vous imaginez, vous, comment vous êtes dans cette situation idéale. Peut-être que vous dites certaines choses, peut-être que vous faites certaines choses, mais en tout cas, ça va se voir sur vous que c'est quelque chose qui vous fait du bien. Ça se voit sur vous, vous avez bonne mine, vous avez une belle énergie, vous êtes peut-être souriant, la confiance se lit sur votre visage, vous êtes détendu, physiquement, corporellement, vous êtes dans un état de fluidité, vous rayonnez, vous êtes lumineux, vous êtes dans votre axe, avec peut-être cette sensation aussi d'être pleinement à votre place, libre d'être vous-même. Et vous pouvez imaginer globalement cette situation idéale où tout semble couler de source, où il n'y a pas d'obstacle. Tout se met en place conformément à vos besoins fondamentaux, à vos désirs profonds, ce que vous voulez vraiment. Et vous êtes totalement libre dans votre imaginaire de créer cette situation telle que vous la voulez vraiment, sans entrave, sans limitation. Tout est possible, ici et maintenant, dans votre imagination. Et vous imaginez ainsi dans cette situation idéale vous procure des sentiments agréables. Un état d'être agréable qui témoigne que vous êtes au contact de vos désirs profonds, de ce que vous voulez vraiment. Voilà, et maintenant, je vous invite à prendre quelques instants racine en vous-même, dans votre hara, ce centre d'énergie situé en plein milieu du bas-ventre, 2 à 3 doigts sous le nombril en direction de la colonne vertébrale. Pas besoin de le ressentir avec précision, simplement placez l'attention, la conscience, dans le bas-ventre pour y chercher les sensations.
Voilà, et vous prenez conscience maintenant des parties du corps, de la tête aux pieds globalement. Prenez conscience de votre posture, de votre corps dans sa globalité. Et lentement, doucement, vous pourrez réouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Voilà, chers amis, pour ce deuxième exercice. Pour les personnes qui avaient déjà expérimenté la méthode TEN par le passé, vous voyez que ça, c'est une nouvelle dimension qu'on peut ajouter à la suite du protocole en quelque sorte. Dans cette phase passive, il y a la phase de l'éveil, donc ça modifie l'état de conscience. On est en quelque sorte porté par un élan vital qui a été restauré, donc notre état d'être est devenu plutôt agréable, positif. Et naturellement, ça va nous mettre dans un état de conscience également plutôt positif. Et donc, on va accompagner ce mouvement naturel en générant des pensées qui vont être inspirées en quelque sorte par notre élan vital. Et là, naturellement, ça sera beaucoup plus facile d'être dans la pensée positive, comme vous l'avez fait dans l'exercice, parce qu'on est porté par ces énergies donc, qui viennent du corps et qui sont agréables. D'accord? Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Vous profitez de cette restauration de votre état d'être dans sa dimension agréable, positive, bénéfique, pour aller plus facilement dans l'imaginaire et vous autoriser à penser positif. Et là, alors c'est quartier libre, comme on dit, vous pouvez vous autoriser à tout ce que vous voulez. En vous concentrant, écoutez bien ce que je vais dire, en vous concentrant sur celui ou celle que vous aimeriez être dans l'idéal, dans votre vie, comme si c'était réel ici et maintenant. Et vous faites comme si c'était réel. L'imaginaire, c'est le champ des possibles. Tout est possible pour vous dans votre imaginaire. Et plus vous allez vous autoriser à créer par votre imaginaire l'image de celui ou celle que vous aimeriez être, plus ça va vous stimuler des sentiments, des émotions agréables. Et là, vous allez considérablement augmenter votre puissance d'agir. Que vous croyez ou non à la loi d'attraction, cela va vous inciter, vous motiver à agir dans le sens de ce que vous voulez vraiment. Si vous croyez à la loi d'attraction, alors vous aurez là un moyen puissant de l'activer. Voilà. Vous comprenez le but? L'intérêt de cet exercice, c'est de d'abord vous occuper de votre émotionnel, de le transmuter, pour qu'il vous porte et que ce soit beaucoup plus facile, fluide et naturel d'imaginer ce que vous avez vraiment envie de vivre. À l'inverse, si vous êtes dans un état de contraction, de mal-être, et que vous faites la pensée positive à partir de cet état de mal-être, il y aura beaucoup de sentiments d'indignité, de doute, de croyances limitantes. Et ça sera très difficile, en fait, d'activer votre pouvoir créateur. Voyez? Vous comprenez l'intérêt? L'intérêt, il est là. Voilà, et pour les personnes qui cherchent leur puissance d'agir depuis toujours, bienvenue au club. On est beaucoup dans ce cas-là. Vous verrez à quel point ça change la donne. Et à quel point ce sera beaucoup plus facile d'entrer dans l'action. Et aussi pour les personnes qui font de la procrastination, par exemple. Ces deux exercices, vous pouvez les mêler en un seul.
Et vous pourrez réécouter le replay pourrez vous faire même un petit montage si vous voulez. Et mettre des temps de pause si vous avez besoin de plus de temps, etc. Voilà. Alors, la présentation de la formation en ligne. Pour les personnes qui voudraient découvrir la formation, qui est beaucoup plus riche que cette présentation, qui était déjà pas mal, hein. Avec cette formation, vous avez déjà un bon aperçu de la méthode TEN. Vous avez même un aperçu de la méthode TEN avec l'exercice qu'on a fait, l'exercice 1 sur 2. Mais je vais quand même vous montrer un petit peu ce que vous pouvez trouver en plus dans la formation. Parce que j'en suis pas peu fier de cette formation. Elle est extrêmement riche et j'ai mis vraiment beaucoup d'énergie, de puissance d'agir dans cette formation. C'est grâce à ça qu'elle a pris forme d'ailleurs. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas passé par des phases de procrastination, hein. Rassurez-vous, on est tous aussi là aussi dans le même cas. Alors, il faut juste que je partage différemment l'écran ici. Voilà. Normalement, vous devriez voir la plateforme des cours. Alors là, j'étais sur le récit de Milarepa. Donc, vous voyez, je vais revenir en arrière. Dans le module 9 de la formation en ligne, 9.3, pardon, de la formation en ligne, il y a beaucoup de textes d'autres auteurs que j'ai mis ici chaque fois avec les références. Et je suis allé puiser un petit peu. Il y a beaucoup de choses qui sont venues à moi, un peu comme des synchronicités, en mettant en place la formation et aussi par la suite où voilà, j'ai reçu des notifications, des sources, des textes qu'on m'a envoyés ou que j'ai vus sur les réseaux sociaux, et puis c'était vraiment des synchronicités parce que c'était en rapport à la transmutation des émotions. Et donc ça donne à la formation vraiment une grande richesse avec toutes ces références, dont je vous en ai cité certaines durant la conférence, hein. Donc voilà. Donc je vais retourner sur la page ici de base de la formation, où vous voyez, vous avez tous les modules qui sont listés avec tous les sous-modules. Donc il y a au total, il y a une dizaine de modules. Donc là, l'alchimie intérieure, vous voyez, la dualité à l'unité, le lien avec les traditions, il y a toute l'explication sur le tendre, l'autre joue. D'ailleurs, je peux vous le montrer en exemple. Alors ça, c'est l'originalité aussi de la formation en ligne, c'est que chaque module vous est proposé sous forme de texte et aussi sous forme de podcast. Donc, gros travail de ma part, j'ai enregistré tous les textes, ça fait 144 pages, hein, en format podcast. Donc, il y en a pour à peu près 7 heures d'écoute non-stop, hein. Donc, c'est très riche pour les personnes qui n'ont pas envie de lire sur les écrans. Ni même d'imprimer. Vous pouvez comme ça mettre ça sur votre smartphone et puis écouter quand vous conduisez, quand vous allez marcher, sous forme de podcast. C'est des écoutes audio, c'est très agréable. Et donc c'est avec ma voix, hein, évidemment. Donc voilà, chaque module est construit comme ça, donc avec une partie texte et puis la partie podcast. Donc j'étais sur le lien avec les traditions. Il a bien sûr le protocole avec toutes les fameuses formulations d'exemples. Donc, phase active avec les exemples. Après, il y a les phases passives aussi qui sont décrites. Il y a le guide d'application pratique avec là tous les conseils d'utilisation pour bien exécuter le protocole. Il y a des textes complémentaires que j'ai. Alors là, c'est la dimension un peu plus philosophique que j'ai puisé du cours du vivant, dont je suis l'auteur aussi, d'un autre ouvrage dont je suis l'auteur, Le temps des révélations, et puis le fameux point 9.3 avec la citation de Milarepa et tant d'autres auteurs. Et puis là, vous avez un chapitre qui est particulièrement riche, c'est le module 10 avec tous les bonus et annexes. Et en celui-là, je vais le passer un petit peu en revue parce qu'il est particulièrement intéressant si vous avez l'accès à la formation. Vous avez ici les fiches récapitulatives, un petit peu la trousse de secours, hein. Vous pouvez les imprimer, mettre ça dans votre porte-monnaie au format carte de visite, et puis vous avez un peu comme un pense-bête les étapes du protocole. Ensuite, vous avez ici l'ensemble des précédentes conférences que j'ai données sur la méthode TEN,
Alors là, j'ai mis un avertissement parce que il y a le protocole qui a été modifié. C'est les conférences que j'ai fait sur la précédente version de la méthode TEN. Vous avez aussi un webinaire qui est très intéressant où je fais le lien entre l'intelligence émotionnelle et puis l'éveil spirituel. Ça aussi vous est offert dans la formation. C'est 2 heures de conférence, un peu sur le même modèle que la conférence que je fais ce soir avec des slides, des citations, etc. Ensuite, là, ça c'est aussi une grande plus-value de la formation en ligne. Il y a 50 questions-réponses. Donc là, à peu près, ça répond à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur la dimension philosophique de la méthode TEN, l'application pratique du protocole, hein, les cas particuliers et les troubles spécifiques, la question sur les effets et les résultats, et puis la comparaison aussi avec d'autres approches qui peuvent avoir des liens aussi avec la méthode TEN. Donc vous voyez, j'ai fait vraiment un gros travail là pour que vous soyez le mieux encadré possible et que ça réponde à toutes les questions que vous êtes susceptibles de vous poser. Je vous parlais aussi des nombreux exemples de transmutation, que ce soit les miens de par mon utilisation de la méthode TEN que j'utilise tous les jours, mais aussi de par les témoignages que j'ai reçus. Donc là, vous avez beaucoup de symptômes, d'états négatifs divers et variés sur lesquels la méthode TEN a eu une efficacité. Donc je vous parlais de l'humiliation, la colère face à l'impolitesse, les douleurs corporelles. Il faut savoir, et je fais vite une petite parenthèse, on arrive bientôt au bout de la conférence, que la méthode TEN, ça c'est aussi décrit dans la formation en ligne, la méthode TEN peut être efficace sur les douleurs quand les douleurs elles ont une cause psychique, ce qu'on appelle les troubles psychosomatiques ou les somatisations. Voyez, c'est très intéressant d'ailleurs de constater que même des fois pour des entorses, où là la cause elle est purement physique, on s'est tordu la cheville en courant dans la forêt par exemple, il peut y avoir un apaisement de la souffrance puisqu'on va travailler sur la réaction du mental à la douleur qui suscite une souffrance émotionnelle. Et cette souffrance émotionnelle, on peut la traiter avec la méthode TEN. La douleur sera toujours là, on aura toujours mal à la cheville, mais on sera beaucoup moins en souffrance parce qu'on aura traité la réaction du mental à la douleur. Voyez? Et ça, c'est génial de le constater. Moi, j'ai déjà fait cette expérience. C'est assez fou. Ensuite, un autre point dans les annexes, c'est le manuel numérique. Alors ça, c'est super de l'avoir parce que vous pouvez télécharger tout le contenu de la formation au format e-book. Il y a 144 pages. Et vous pouvez même le visionner à l'écran en cliquant sur ce bouton. Vous avez, c'est pas mal pour le smartphone par exemple, vous pouvez feuilleter ici. Vous pouvez même naviguer là avec la table des matières, aller directement là où vous voulez. Par exemple, le mal en soi, je ne sais pas, voilà. Il y a aussi une table des matières sur les côtés ici, hein. Le lien avec les traditions, tendre l'autre joue, voilà, on retrouve tout ça. On retrouve tout le contenu de la formation, sauf les podcasts évidemment, puisque c'est du format papier numérique. Voilà, et je précise aussi pour les personnes qui pourraient se poser la question, il est prévu de renouveler le stock du livre au format papier. Je n'en ai plus, j'ai tout vendu. Ça tombe bien parce que ça concernait la précédente édition et maintenant il faut refaire un stock avec la nouvelle édition. Donc pour les personnes qui voudront dans le futur acheter la version papier, ce sera possible. Je vous informerai par la newsletter quand j'aurai reçu l'édition papier. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, le fameux manuel au format papier. Donc ça, ce n'est plus valable. Ça sert à rien de le commander pour l'instant puisqu'il n'y a plus de stock. Mais vous devez savoir par contre, ça c'est important, si vous souscrivez à la formation en ligne, vous bénéficiez de 75% de rabais sur le livre. Comme vous avez déjà payé la formation, je ne vais pas encore vous faire payer plein pot pour le livre papier, ça n'aurait pas de sens. Donc voilà, ça veut dire à peu près le livre il vous coûtera 8 euros. Et puis les frais de port qui sont 5-6 euros si vous êtes en France par exemple. Donc ça vous revient pas trop cher. Ensuite, ça, alors, également, c'est très très intéressant pour vous. Vous avez l'espace podcast avec la liste totale de tous les podcasts sur la même page. Donc là, vous voyez par exemple, pour les différents modules qui constituent les chapitres
du livre, que ce soit au livre e-book ou au livre papier, vous avez la liste complète de tous les podcasts. Un podcast par sous-chapitre. Voyez? Donc là, on passe en revue des 10 modules et vous avez c'est des petits podcasts, hein, ils durent entre 3 et 6 minutes de moyenne. Et vous pouvez même les télécharger en totalité en un seul fichier zip que vous pourrez après dézipper. Ça fait 58 podcasts en un seul fichier. Donc c'est très pratique pour le téléchargement. Vous pouvez faire une sauvegarde sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur une clé USB, comme ça vous avez tout le contenu de la formation au format podcast. Et puis là, vous avez aussi au format podcast le contenu de toutes les conférences et webinaires. Liste à laquelle je vais ajouter aussi bien sûr cette webconférence que vous écoutez présentement. Je vais l'intégrer à la formation en ligne. Voilà. Et puis vous avez, alors au bas de chaque page, il y a aussi des témoignages. Vous pouvez déposer des commentaires. Vous voyez ici, laisser un commentaire dans chaque page de la formation. Voilà. Et puis, ah oui, il y a encore un dernier sous-chapitre des bonus et annexes, c'est les exercices pratiques. Alors là, il y a un exercice dont je ne vous ai pas du tout parlé. C'est un peu un exercice de préparation pour vous aider à vous mettre plus facilement, quand vous exécuterez le protocole, dans l'axe de l'esprit en vous. Hein. Ça, c'est un exercice sous forme de méditation guidée qui est très très intéressant, qui vous met aussi dans un état de régénération, de relaxation profonde pour retrouver vos énergies, indépendamment du fait que vous ayez ou pas des émotions à transmuter. Hein. C'est un exercice que vous pouvez faire à côté n'importe quand. Et puis un exercice avec la guidance des 5 étapes. Voilà, avec donc les 5 étapes du protocole actif, avec aussi là des phrases d'exemple que j'ai mis dans la guidance et que vous pouvez pratiquer comme ça quand vous voulez, en mettant en pause, par exemple, si vous avez besoin de temps pour certaines étapes. Voilà, donc ça c'est un peu tout le contenu de la formation. Vous voyez que c'est très très riche. Il y en a pour des heures et des heures d'écoute. Voilà. Et vous avez aussi un coaching. Et pas que j'oublie ça aussi, hein, parce que c'est intéressant. Moi, je me mets à votre disposition pour toutes les personnes qui souscrivent à la formation. Vous avez inclus 45 minutes de coaching avec moi, centré sur le travail sur les émotions. Et puis là, maintenant, dorénavant, également sur la puissance d'agir, c'est-à-dire sur comment je peux vous aider à vous accompagner pour créer dans votre imaginaire ce que vous avez vraiment envie de vivre. Voilà. Et puis, bien sûr, un petit espace aussi si vous voulez laisser plus spécifiquement un témoignage à mon attention et puis me raconter aussi vos expériences de transmutation. Parce que, comme je l'ai dit, c'est ça qui enrichit la méthode TEN. J'ai beaucoup de gratitude pour les personnes qui la mettent en pratique et puis qui me font part de leurs expériences parce que ça me permet de mieux comprendre aussi tout ce qu'on peut faire avec cette méthode. Voilà, chers amis, ben écoutez, on n'a pas beaucoup de temps pour les questions-réponses. Je suis pas étonné, hein, parce que mais je me suis quand même mieux débrouillé que la dernière fois. On a quand même un petit peu plus de temps, donc je vais quand même regarder. Alors oui, Stéphane, effectivement, si vous avez commandé la méthode TEN par le passé, vous avez accès à toute la formation. Et de toute façon, même les mises à jour, c'est inclus dans votre abonnement, donc c'est un abonnement à vie. Il n'y a pas de souci. Tout ce qui est mis à jour, c'est contenu dans votre formation. Donc si vous y retournez, vous aurez accès à tout, la nouvelle version du manuel, les nouveaux podcasts, etc. Et le coaching aussi, bien sûr. Pour une rencontre avec un compagnon de route idéal, on peut l'imaginer ou c'est uniquement nos émotions? Alors, c'est une excellente question. Vous pouvez imaginer non pas une personne spécifique, mais plutôt la personne idéale, en tout cas, qui incarne toutes les caractéristiques qui sont pour vous ce que vous avez envie de vivre dans une relation de couple. Voyez? C'est plus important que de figer le champ des possibles sur une personne en particulier. Vous pouvez, ça n'empêche pas, hein, vous pouvez faire l'expérience avec cette personne en particulier, mais comment savez-vous finalement que cette personne est vraiment la personne qui vous comblera, hein, qui sera vraiment accordée à vous? C'est pour ça que c'est important plutôt d'imaginer la personne, on va dire, idéale, celle qui aurait tous les éléments dont vous avez besoin pour vous épanouir dans une relation de couple.
Voilà, c'est plus juste de le faire comme ça. Mais ça, voilà, à vous de faire vos expériences. Si vous pensez que la personne qui existe réellement dans la réalité, c'est vraiment la personne qui va vous combler, alors vous pouvez faire avec elle. Et l'important, vous l'aurez bien compris, c'est que cet imaginaire suscite en vous un état agréable, des sentiments agréables. Voilà, parce que c'est ça qui va augmenter votre puissance d'agir. Et c'est ça qui va vous pousser à prendre des décisions, à faire des choix, et aussi, si vous y croyez, à attirer des choses, à manifester des choses dans la réalité. Par rapport à ce qu'on appelle la loi d'attraction, la loi de résonance, ou la loi d'assomption aussi, la loi de manifestation. Ah oui, il y avait une question aussi, comment identifier les émotions? Alors, ce qui est important, c'est de prendre conscience qu'il y a un état qui est inconfortable. Que ça soit un sentiment, une émotion ou une sensation corporelle, vous n'arrivez pas à faire la différence, c'est pas important. Il y a quelque chose de désagréable, c'est dérangeant, vous n'êtes pas en paix avec ça. Ça suffit. Pas besoin d'identifier, de mettre un mot, c'est une émotion, un sentiment, une tension corporelle, etc. Pas besoin d'identifier et pas besoin non plus d'identifier la cause. Pas besoin de nommer, pas besoin de comprendre la cause. Voyez? Simplement prendre contact par la perception avec le ressenti que vous en avez. Voilà, ça suffit amplement. Si vous avez besoin de trouver la cause, si vous avez besoin de comprendre ce que c'est une émotion, c'est quoi? C'est de la colère, c'est de la tristesse, c'est de la peur, c'est plusieurs émotions mêlées. La prise de conscience, la compréhension, la connaissance viendra plus facilement après, quand vous aurez transmuté, quand vous aurez retrouvé la clarté et que vous aurez les fameux insights, les prises de conscience. Il faut de la lucidité pour être au clair sur ce qu'on vit, pour pouvoir nommer, pour pouvoir expliquer. Voyez? Idem pour l'identification des besoins qui sont associés aux états émotionnels. Ça, c'est une vérité scientifique qui a été démontrée depuis longtemps. Chaque état émotionnel est en lien avec des besoins, qu'ils soient satisfaits ou insatisfaits. Autrement dit, nos émotions, positives ou négatives, témoignent respectivement de besoins satisfaits ou insatisfaits. Vous voyez? Si vous avez besoin d'identifier les besoins sous-tendus par les émotions, par exemple dans une optique de communication non violente, hein, d'expression de vos besoins pour poser vos limites, pour vous faire respecter, pour dire à l'autre ce dont vous avez besoin. Ça sera plus facile une fois que vous aurez transmuté l'état émotionnel. D'accord? Voilà, chers amis, eh bien, nous arrivons au terme de cette conférence. Si vous avez des questions et des réponses, n'hésitez pas à m'écrire en répondant à l'email qu'il y a dans les newsletters que vous recevez de ma part, contact@frédéricbury.com. Et puis, je terminerai là-dessus. Pour les personnes qui voudraient souscrire à la formation, je vous enverrai le lien par la newsletter, ou vous pouvez d'ores et déjà aller sur méthode-10.com. Et puis, il y aura un lien pour arriver sur le formulaire d'inscription. Vous pouvez utiliser le code promo TEN20. Ça, c'est pour vous remercier d'avoir participé à ce webinaire, de m'avoir accordé votre précieuse attention pendant presque 2 heures. Et donc, vous aurez 20% sur le prix. Le prix, sans le rabais, il est à 79 €. Je peux vous dire une chose, c'est que c'est pas cher par rapport à tout le contenu. C'est une formation que j'aurais pu mettre à un prix beaucoup plus cher, mais j'ai choisi de ne pas le faire pour rendre quand même accessible cette méthode le plus possible, et sachant même que là, vous avez une réduction. Pour moi, ce qui est important, c'est que vous puissiez utiliser cette méthode et qu'elle vous aide à transformer votre vie, à être plus heureux avec vous-même et avec vos semblables. Voilà, et ça, plus que le prix de cette méthode, ça m'apportera une reconnaissance qui correspond à ce que j'ai envie d'apporter aussi dans la vie, donc contribuer au bien-être, au mien et à celui des autres. Donc ce sera pour moi un juste retour des choses. Je tenais à vous dire merci, chers amis, merci du fond du cœur pour votre présence, pour votre attention. J'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura plu. Et voilà, je vous souhaite de belles expériences de transmutation et puis aussi de restauration de votre puissance d'agir, parce que vous l'avez bien compris, ce n'est que par ce biais que l'on peut
s'éveiller, se réaliser soi-même dans ce qu'on a envie de vivre. Et donc aussi d'apporter notre pierre à l'édifice, aider ce monde à devenir meilleur. On ne peut pas changer le monde si on ne change pas soi-même d'abord. Vous connaissez l'adage. Et ça, c'est une vérité absolue. Voilà, chers amis, je vais vous laisser là. Je regarde juste encore le chat. Merci beaucoup, merci pour vos merci. Et oui, ben je vous dirai encore que ouais, transmutons et agissons, c'est le résumé de toute cette conférence. Bravo Stéphane, c'est exactement ça. Je vous enverrai aussi le lien du replay pour les personnes qui ont eu des coupures, qui sont venues peut-être aussi entre-temps, enfin en cours de route, pardon. Et comme ça, vous pourrez tout réécouter, refaire les exercices aussi et tout ça. Voilà, chers amis, ça m'embête un petit peu de vous quitter. On était bien finalement dans cette conférence. Mais voilà, on reste connecté d'une manière ou d'une autre, que ça soit dans l'énergie ou sur les ondes Internet. Bien à vous, chers amis, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.